qui vont également prochainement arriver pour que vous puissiez anticiper les possibilités de financement des investissements qui pourraient être nécessaires pour mettre en place ces solutions de décarbonation. Donc, juste avant de commencer, quelques petits rappels sur l'hygiène numérique, comme on dit. Donc, bien penser à couper votre micro pour ne pas polluer la présentation. La caméra également pour libérer de la bande passante. Et puis, donc, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Et donc, on aura un temps de questions-réponses à l'issue de la présentation. On relèvera les questions et on pourra les poser à notre intervenant. Juste avant de passer la parole à M. Poitras, un mot sur Nextmove pour ceux et celles qui ne nous connaîtraient pas. Nous sommes un pôle de compétitivité dans le domaine de la mobilité. Nous fédérons aujourd'hui un réseau de plus de 500 membres sur le territoire de la Normandie et de l'Île-de-France, ce qu'on appelle la Mobility Valley, donc vraiment un écosystème sur lequel il y a l'ensemble des compétences qui sont présentes pour pouvoir à la fois inventer, développer, expérimenter et puis bien sûr industrialiser les solutions de mobilité. On anime ce réseau et pour cela, on accompagne l'ensemble de nos membres, qu'ils soient grands comptes, PME, start-up, collectivités également ou établissements de recherche, dans leurs projets de mobilité et dans leurs projets d'industrialisation des solutions de mobilité. Donc, on développe une offre de service autour de ça. Et l'objectif, c'est vraiment de vous mettre en relation avec les bonnes personnes au bon moment pour vous faire gagner du temps dans votre projet et trouver également les bons dispositifs de financement. Sur cette partie accompagnement, deux points qu'on souhaitait mettre en avant. Le premier, c'est si vous travaillez sur des produits qui ont vocation à être embarqués dans un véhicule, sachez qu'au niveau du pôle, on a un démonstrateur qui s'appelle la Nextcar, qui est une Mégane hybride rechargeable, dans laquelle on peut embarquer vos produits pour pouvoir ensuite faire des démonstrations clients, les emmener sur des salons et donc pouvoir faire la démonstration en conditions réelles d'utilisation de vos solutions sans que vous ayez besoin de gérer tout ce qui va être achat véhicule, entretien et intégration des solutions. Le deuxième point qui est important également, sachez que nous sommes un organisme de formation. Et dans ce cadre, on met à disposition, on propose à nos adhérents un certain nombre de formations dans les 5 thématiques que vous voyez à l'écran, soit en partenariat avec d'autres organismes, d'autres structures comme Renault. On a un partenariat avec le Global Training Center de Renault pour avoir accès aux formations de Renault, par exemple. On propose également nos propres formations et puis on est également en mesure de mettre en avant les formations de nos membres qui ne seraient pas Calliope. Et donc, on peut organiser ça pour nos membres. Et donc, j'irai toute la partie promotion et puis toute la partie administrative également qui a derrière à gérer et logistique. Voilà, je ne serai pas plus long sur cette partie-là. Je vais passer tout de suite la parole donc, à M. Poitras pour la présentation des dispositifs de financement de solutions de décarbonation. Monsieur Poitras, je vous laisse prendre la main, partagez votre écran directement, ça sera plus simple pour le déroulé de la présentation. Très bien, bonjour. Donc, j'espère que mon partage fonctionne. Normalement, j'ai fait la manipulation. Donc, oui, tout va bien. Voilà, tout va bien. Parfait. Merci. Je vais juste passer en plein écran. Donc, effectivement, bonjour à toutes et à tous. Je suis Eddy Poitras. J'accompagne notamment la partie industrielle dans la partie transition énergétique. Alors, transition énergétique et décarbonation depuis quelques temps dans la dénomination. Donc, on verra à travers ma présentation justement qu'on a différents dispositifs qui sont parfois un petit peu considérés par les industriels comme la jungle des dispositifs parce qu'effectivement, on a des dispositifs qui vont concerner plusieurs approches ou plusieurs périmètres. Donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu la cartographie de ces dispositifs avec l'idée que à chaque dispositif correspond presque un objectif ou une étape ou un périmètre d'action sur la décarbonation de l'industrie et de la transition énergétique.
Donc d'abord, une petite précision, effectivement, c'est qu'on a, avec évidemment les crises sur la capacité de production électrique, notamment en France, un volet complémentaire au volet historique classique de la maîtrise de l'énergie, qui est l'économie en kilowattheure, mégawattheure, vraiment en consommation, la nécessité de travailler aussi sur le critère puissance kilowatt, gestion de la charge. Donc on a eu effectivement un certain nombre d'alertes pour cet hiver qui semblent, je dirais, réduites, mais à la fois il faut garder la vigilance et puis se préparer éventuellement pour des difficultés aussi l'hiver prochain. Donc on est sur cette partie gestion de la charge qui doit redevenir un critère important dans sa gestion de l'énergie et notamment de l'électricité. Donc pour ça, il y a différents outils, différentes informations. Évidemment, les sites industriels les plus avancés dans leur démarche possèdent un certain nombre de moyens de mesure pour, y compris les PME. Vous avez tout de même, de manière, je dirais, standardisée et automatique, l'accès à l'analyse des points 10 minutes, donc l'évolution de votre courbe d'appel de puissance 10 minutes par 10 minutes, ce qui donne évidemment beaucoup de richesse dans cette analyse des pointes, que ce soit les pointes de début de journée ou que ce soit celles de fin de journée selon l'activité. Avec évidemment un élément important qui est la thermosensibilité, le fait effectivement que la consommation et les appels de puissance de l'électricité en France sont très sensibles à la température, puisque une grande partie de l'électricité en hiver sert aussi à des usages thermiques, notamment le chauffage des locaux. Il y a un certain nombre de guides techniques spécifiques sur l'effacement et la gestion de la flexibilité électrique. On n'est pas uniquement sur des dispositifs, je dirais, contractuels avec les fournisseurs, les gestionnaires de réseau, etc. On peut avoir des actions propres pour notamment ensuite avoir une courbe de charge qui soit plus régulière et donc qui permettent d'avoir des prix plus intéressants. Donc cette dimension-là, gestion de la charge, elle est importante. Il y a eu un certain nombre de communications, notamment sur le dispositif EcoWatt d'alerte, sur lequel effectivement il faut avoir déjà réfléchi pour voir quelles seraient ces marges de manœuvre en cas effectivement d'alerte orange, voire rouge. Ensuite, on a une temporalité des actions qu'il faut pouvoir articuler entre le court terme, la crise et notamment les prix, et puis le moyen, le long terme, la stratégie. Dans l'urgence, on a un certain nombre d'actions qui sont à mettre en œuvre. Ce sont ce qu'on appelle les bonnes pratiques et la maîtrise opérationnelle, qui concernent le pilotage notamment des installations, tout ce qui sera le fait d'aller challenger les consignes et puis les modes de fonctionnement, notamment les mises en arrêt en fonction des différentes productions, des équipements annexes, que ce soit les moteurs, l'air comprimé, etc. Et puis tout ce qui va relever de la maintenance. On a évidemment très souvent dans l'industrie des consommations d'air comprimé, qui sont évidemment souvent génératrices de fuites sur les réseaux. On a la possibilité de faire des campagnes de recherche de fuite, et évidemment de réparation derrière, qui vont faire économiser, évidemment, selon l'état du réseau, plusieurs dizaines de pourcents de consommation. Donc ça fait partie des actions de maintenance qui peuvent être mises en œuvre assez simplement. Alors on a réalisé un webinaire sur le sujet il y a quelques temps et le replay est disponible. Et donc vous avez comme ça un certain nombre d'actions sur les niveaux de pression, le calorifugage des tuyauteries, qui sont simples à mettre en œuvre, rapides, et je dirais malheureusement peu souvent identifiés dans les audits énergétiques qui sont faits par des consultants externes, parce qu'ils sont un petit peu plus orientés d'habitude sur des choix technologiques. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez facilement fait en interne. Donc là, on était sur le court terme. Évidemment, tout ça, ça s'inscrit dans du long terme, avec notamment les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, la diminution des émissions de gaz à effet de serre en France de 75% d'ici 2050. Ce qui impose un rythme de mise en œuvre des projets, des actions, des investissements qui est très élevé et qui va devoir se faire dans la durée avec un certain nombre de changements, notamment de sources et de vecteurs énergétiques, pour avoir des facteurs d'émission qui soient réduits quand on est notamment sur des consommations d'énergie fossile, gaz, fuel, etc., qu'on peut encore avoir pour un certain nombre d'usages dans l'industrie.
Alors ensuite, on a évidemment, entre ce court terme et le long terme, un certain nombre d'étapes à franchir, à la fois les éléments, je dirais, de stratégie de démarche, et puis ensuite les éléments de mise en œuvre, d'études, techniques, opérationnelles, et puis le passage aux investissements. Donc on a des dispositifs qui accompagnent l'intégralité de ces étapes. Alors évidemment, dans les périmètres, on peut traiter l'impact environnemental et notamment l'impact énergie-climat de son activité au sens large, avec les approches de type cycle de vie, qui vont concerner toutes les étapes de la création, conception, fabrication, utilisation et gestion en fin de vie de ces produits, de ces services, avec évidemment la partie optimisation des techniques de production, ce qui se fait vraiment sur le site de production industrielle, qui est la partie gestion notamment de l'énergie et l'impact aujourd'hui direct facturation. C'est sur cette brique-là que je vais me concentrer dans mon intervention aujourd'hui. Mais bien évidemment, il faut que la démarche fasse le lien, intègre l'ensemble des autres étapes. C'est notamment ce qu'on trouve à travers les bilans carbone aussi, quand on est sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'une activité. Alors, l'élaboration de la stratégie de décarbonation, elle peut se faire notamment avec une méthode qui a été développée en partenariat par l'ADEME au niveau international, qui est ACT, Accessible Low Carbon Transition, qui vous permet en fait d'avoir à la fois une élaboration de votre stratégie, avec la prise en compte des efforts qui sont faits sur la définition des moyens en recherche et développement, la capacité et la compétence des personnels, les investissements qui sont prévus, etc., sur le périmètre activité. Ensuite, vous avez la possibilité de faire évaluer cette stratégie pour voir de quelle manière elle est compatible ou pas avec effectivement la stratégie nationale bas carbone. Sur le volet éco-conception, qui est l'autre manière d'approcher la globalité de son impact environnemental, vous avez différents niveaux qui correspondent aussi à différents moyens d'intervention en fonction de la taille de l'entreprise. Le premier niveau qui va s'appuyer notamment sur le dispositif Prendre Plein, qui permet à un certain nombre de produits d'être éco-labellisés. Vous avez ensuite le soutien à l'éco-conception avec le diagnostic et l'analyse du cycle de vie pour voir quelles sont les étapes et quels sont les leviers qui peuvent être mis en œuvre pour réduire l'impact environnemental de ces produits. Et vous avez un niveau 3 qui peut être accompagné, qui sont les projets de recherche et développement, pour aller effectivement identifier des solutions sur les leviers les plus complexes. Alors, une fois qu'on a établi sa stratégie, eh ben, on va passer à l'action, avec évidemment un certain nombre de dispositifs qui sont des plus simples aux plus complexes et également aux plus globaux. Vous avez évidemment une littérature assez conséquente de guides sur les solutions techniques à mettre en œuvre. Vous avez ensuite la possibilité, notamment en Normandie, d'avoir un certain nombre de soutiens par des stages ou des formations par alternance en école d'ingénieurs spécialisée dans l'efficacité énergétique. Vous avez notamment l'INSA de Rouen, l'IT2I, le CESI. Vous avez des formations au niveau Bac plus 2 jusqu'à école d'ingénieur. Donc il y a effectivement une bonne ressource dans la région pour travailler sur ces projets-là. Vous avez des formations également qui sont proposées dans le cadre d'un dispositif financé par les certificats d'économie d'énergie pour devenir référent énergie. C'est en effet assez difficile de pouvoir mener une démarche dans le long terme sur l'efficacité énergétique sans avoir les compétences, je dirais, suffisantes en interne, y compris pour suivre ses prestataires. Vous avez ensuite les niveaux des audits énergétiques, les conseils qui sont en général réalisés par des prestataires extérieurs, qui vont faire le bilan de vos consommations, de l'état et de la performance des équipements pour identifier notamment les actions techniques à mettre en œuvre, à la fois sous le format des audits réglementaires pour les entreprises qui ne sont pas des PME et puis pour des audits volontaires. On reviendra dessus sur le financement. Au-delà des audits énergétiques classiques, globaux, tous usages de toute énergie sur un site, on peut après avoir des audits spécifiques sur notamment un certain nombre de process qui sont les process les plus consommateurs d'énergie sur le site.
Et puis, on passe ensuite à la démarche la plus globale de maîtrise de l'énergie, c'est ce qu'on appelle le système de management de l'énergie, ou l'ISO 50001, qui est en fait à l'énergie ce que l'ISO 9001 est à la qualité. Donc, une démarche d'amélioration continue et intégrale de la maîtrise de l'énergie. Donc, les formations, il en existe un certain nombre, à la fois de gratuites qui sont proposées, hein, notamment des MOOC sur la compréhension de la crise écologique. Ensuite, vous avez les formations ProRefi, donc devenir référent énergie, et puis Invest qui est orienté sur les modalités de financement qui sont aujourd'hui disponibles et proposées sur les investissements bas carbone. 2 formations proposées et financées dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, dans un nouveau nom de programme qui a été défini là pour 2023 qui s'appelle le Pacte. Donc vous pourrez éventuellement avoir ce nom-là qui reviennent au-delà des noms que j'ai indiqués là sur le slide. Ensuite, sur les études, j'ai parlé des audits énergétiques. Vous avez différents financeurs possibles et différentes modalités d'accéder à ces audits et à ces financements, pour les audits volontaires évidemment et pas les audits réglementaires. Alors je précise parce qu'on a souvent des entreprises qui en fait ignorent qu'elles sont soumises à l'audit énergétique réglementaire, dans la mesure où on confond l'obligation qui porte sur le numéro sirène. Le fait d'être assimilé ou pas à une PME au niveau européen porte sur le numéro sirène. Et donc, même si vous avez un site qui ne fait que 100 personnes, si vous êtes dans un groupe avec sous le même numéro sirène, où vous avez 3 sites de 100 personnes, l'entreprise est soumise à l'audit énergétique réglementaire, hein, audit énergétique à réaliser tous les 4 ans. Alors pour celles qui ne sont pas soumises à l'audit réglementaire, vous avez la possibilité de bénéficier d'une prise en charge de ces audits, notamment dans le cadre du dispositif Diagnostic Ecoflux qui est porté par BPI France et qui vous permet d'avoir donc un audit à la fois sur l'énergie, l'eau et les flux matières, notamment les déchets, pour établir des plans d'action. Vous avez la possibilité d'obtenir un financement de 50% sur la réalisation d'audits énergétiques si vous êtes une PME par l'AD Normandie dans le cadre de son dispositif Impulsion Conseil. Alors l'avantage de passer par l'audit énergétique financé par l'AD Normandie, c'est que vous définissez spécifiquement votre mission, votre cahier des charges et votre prestation, alors qu'effectivement le diagnostic Ecoflux a l'avantage d'être très packagé, ce qui fait que vous n'avez pas beaucoup de questions à vous poser. C'est très simple, le financement est déjà inclus et vous ne payez que le reste à charge, mais par contre la prestation est un peu plus standardisée que sur une démarche que vous mèneriez directement avec l'AD Normandie ou avec l'ADEME. Ensuite, vous avez effectivement la possibilité de voir un cofinancement, là aussi en règle générale, de 50% sur des études énergétiques spécifiques, soit des études de faisabilité, soit des plans de mesurage, soit des démarches de type commissionnement, c'est-à-dire que vous êtes accompagné à la fois dans l'étude de faisabilité et dans le suivi de la conception de la solution technique, de la consultation et des comparaisons des performances et des offres qui vous sont faites par les fournisseurs, jusqu'à la réception de la performance énergétique des installations, voire un début de mise en service et puis d'accompagnement au fait de faire sortir le meilleur de l'installation dans les premiers mois en termes de performance. Et vous avez également toutes les parties des études de faisabilité sur les énergies renouvelables et la chaleur fatale, notamment évidemment les solutions biomasse, géothermie qui peuvent être mises en œuvre. Vous avez sur cette partie études un accompagnement et des accompagnements en fait qui sont possibles et disponibles pour la mise en place des systèmes de management de l'énergie. Probablement celui à privilégier, c'est le dispositif de la prime pro semaine, qui est un dispositif donc intégré dans le programme Pacte porté par l'ADEME et la T2E, qui vous permet d'obtenir une prime de 20% de votre facture hors taxe plafonnée à 40 000 € de la facture donc énergie du site sur le périmètre qui sera couvert par la certification ISO 50001. Donc, ça donne vraiment, je dirais, les moyens de notamment assumer
le coût du temps à passer pour mettre en place le système de management de l'énergie. Hein. Le système de management de l'énergie, c'est avant tout du temps à passer. Alors, si vous avez déjà des systèmes ISO 9001 ou ISO 14001, évidemment, ce sera plus facile de mettre en œuvre celui sur la 50001. Maintenant, ça restera un travail, notamment technique, sur la définition des indicateurs, sur la définition des solutions techniques à mettre en œuvre. Donc, il reste, dans tous les cas, même si on est déjà ISO 14001, du travail à faire pour passer sur de la 50001. Donc, ça, c'est pour des dispositifs et des systèmes qui seront certifiés. Il y a la possibilité d'avoir des accompagnements ADEME, notamment techniques, avec un certain nombre de guides qui sont en ligne proposés gratuitement, des échanges et un espace collaboratif pour échanger entre responsables de systèmes de management de l'énergie et la possibilité d'avoir un accompagnement financier ADEME, y compris pour la mise en œuvre de systèmes qui ne sont pas certifiés mais qui sont certifiables. Ça veut dire que vous atteignez le niveau d'exigence, mais vous ne souhaitez pas, je dirais, rentrer dans une démarche avec la certification et le coût des audits qui y sont liés. Alors, on a dans la région une approche qui sera mise en place courant 2023, qui est assez spécifique et qu'il faut avoir en tête, c'est que sur les zones industrielles entre Rouen et Le Havre, hein, Rouen, Le Havre et Port-Jérôme, on aura un programme d'action dans le cadre d'un programme qui s'appelle ZIBAC pour zone industrielle bas carbone, qui est porté par 3 associations d'industriels et AROPA, qui va permettre d'accompagner les industriels dans la définition d'une trajectoire de décarbonation pour les zones, et donc sur quasiment toute la partie aval de l'axe Seine. Il y aura pas mal de financements qui seront proposés, notamment sur des études, que ce soit sur la partie renouvelable, hydrogène, chaleur fatale, mise en place de démarches de management de l'énergie, etc., avec l'intérêt d'avoir des démarches qui sont collectives et territoriales. Et donc, dernière partie sur ces accompagnements de transition énergétique, les investissements. Le dispositif, je dirais, le plus large, le plus simple d'accès sur notamment toutes les solutions dites standardisées qui relèvent un petit peu des bonnes pratiques, passe par le dispositif des certificats d'économie d'énergie, donc des primes qui sont accordées par les fournisseurs d'énergie, hein, électricité, gaz, chaleur, carburant. Donc vous avez les fiches qui définissent ces opérations standardisées qui sont disponibles en ligne. Vous avez la possibilité pour des investissements non standards qui vont notamment porter sur les procédés d'utiliser une sous-catégorie des certificats d'économie d'énergie, hein, une modalité qui s'appelle les opérations spécifiques, qui sont plus complexes évidemment que les opérations standardisées, mais qui sont intéressantes quand on a effectivement des changements de process avec des gains énergétiques importants. Et puis après, vous avez les programmes qui sont là aussi très faciles d'utilisation comme les opérations standardisées. J'ai cité tout à l'heure ProSmen ou ProRefi. Vous avez aussi des programmes comme Advenir pour notamment le financement des bornes de recharge de véhicules électriques. Et puis un programme Sonum qui sera mis en place sur le numérique responsable. Ensuite, dans les investissements, vous avez des dispositifs notamment qui passent par le fonds chaleur de l'ADEME qui permettent de financer les installations de récupération de chaleur fatale. Donc chaleur fatale plutôt haute température, donc sur des procédés, des installations qui vont permettre de récupérer et de valoriser plus de 6 gigawattheures d'énergie par an, avec une instruction qui est faite au cas par cas et qui nécessite la présentation d'études de faisabilité. Vous avez également la possibilité d'avoir des accompagnements financiers pour les investissements dans la production d'énergie renouvelable, donc biomasse, géothermie, solaire thermique, et la partie réseau de chaleur éventuellement sur les raccordements, pour les projets qui sont compris entre 1200 MWh par an et 12 000 MWh par an. Pour les projets supérieurs à 12 000 MWh par an, on attend des arbitrages du ministère pour connaître les dispositifs et les dispositions pour 2023.
En fait, depuis le plan de relance et France 2030, on a des modalités pour ce type de projet qui changent, on va dire, tous les 6 mois ou tous les ans. Donc, on ne connaît pas encore effectivement ce qui sera proposé en 2023, mais il y aura vraisemblablement des dispositifs. C'est la même chose pour les investissements liés à l'efficacité énergétique. On a eu sur 2022 un dispositif pour les petits investissements, entre guillemets, ceux qui étaient compris entre 100 000 et 3 millions d'euros. Il s'est clôturé en fin d'année 2022. On attend là aussi des arbitrages pour savoir ce qui sera proposé en 2023. Et on a la même question sur les gros investissements, les investissements supérieurs à 3 millions d'euros. Là aussi, depuis 3 ans, on a des appels à projets qui permettent d'accompagner les investissements efficacité énergétique, décarbonation sur notamment de l'électrification et un certain nombre de procédés liés à l'efficacité énergétique. Et malheureusement, là encore, on attend les arbitrages du ministère pour savoir quelles seront les modalités, quels seront les types de procédés qui seront accompagnés, quels seront les montants, seuils minimum et maximum d'investissement et éventuellement les tailles ou les secteurs d'activité concernés. Alors, je suis évidemment désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus. Le message qui se cache derrière, c'est qu'effectivement, il faudra, je dirais, se tenir informé parce que les appels à projets sont ouverts pour des périodes parfois assez courtes. Et donc, il faut avoir fait le travail d'identification de ces investissements pour pouvoir effectivement être prêt à candidater quand les appels à projets sortent. Vous avez des dispositifs plus pérennes qui ne sont pas des dispositifs de subvention, mais qui sont vraiment des dispositifs de financement avec notamment des dispositifs de prêts qui sont portés par BPI France. Il y a notamment 2 prêts qui sont proposés, un prêt vert et un prêt économie d'énergie. Dont l'un des éléments repose sur notamment la capacité pour le prêt économie d'énergie de financer les équipements qui sont éligibles au certificat d'économie d'énergie. Vous avez également le dispositif d'accompagnement des investissements de la région avec le dispositif Impulsion Environnement qui permet d'avoir sous forme principalement d'avances remboursables, mais également en partie de subventions, un financement des actions efficacité énergétique ou énergie renouvelable pour les projets dans l'industrie en Normandie. Dernière slide et dernier dispositif. C'est un dispositif qui fait partie d'un appel à projet et qui est, je dirais, l'interface entre l'offre et la demande sur des technologies innovantes. C'est le projet DemiBac qui permet notamment dans son volet 2 de cofinancer des premières mises en œuvre de solutions à l'échelle industrielle qui démontrent un impact significatif sur la baisse des émissions carbone, avec des projets dont le budget doit être supérieur à 1,5 million d'euros sur des volets innovation démonstration. Voilà, j'ai fini ce panorama. J'espère que c'était clair. Le message est effectivement que pour peut-être la majorité des étapes et des actions, il y a effectivement des dispositifs qui peuvent vous accompagner, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan financier. Merci Monsieur Poitras pour ce panorama. Je vais reprendre la main. Voilà. Michel, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Non, vous pouvez mettre vos questions dans les questions-réponses sur l'événement. N'hésitez pas. Alors, on ne maîtrise pas aujourd'hui la façon de travailler, mais on improvise. Voilà. Bon, en tout cas, ce que je retiens, M. Poitras, c'est qu'il y a quand même déjà pas mal de choses qui existent, notamment sur. Déjà, je pense que c'est important de bien connaître la stratégie ACT et puis pour bien connaître le cadre et puis la méthodologie qui peut être associée. Pas mal d'éléments également en termes de guides qui sont déjà à disposition pour s'acculturer à la démarche. Et puis, dans les dispositifs de financement, sur tout ce qui est
j'allais dire formation, financement d'études. Là également, il y a déjà pas mal de dispositifs qui existent, qui peuvent déjà permettre d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion et ensuite de pouvoir bien, j'allais dire, calibrer le type d'investissement que l'on souhaite faire par rapport à son process, de production, quoi. Sur la partie investissement, on a bien noté qu'effectivement, il y avait pas mal d'arbitrage au niveau ministère sur 2023 qui vont arriver. Est-ce que vous avez, par rapport au retour d'expérience sur 2022 de ces mêmes dispositifs, quelques ordres de grandeur pour essayer de voir les montants de subventions ou les taux de financement qui étaient proposés sur ces dispositifs-là? Alors, en fait, il y avait deux grandes catégories de projets parce que le taux est à la fois un indicateur intéressant et pas suffisant, puisqu'en fait, ça dépend à quoi on applique le taux. Et donc, on a eu deux grandes familles de projets, d'appel à projets. Un appel à projet qui visait effectivement les investissements inférieurs à 3 millions d'euros, qui était assez simple, puisque là, on accompagnait à hauteur à peu près de 30% les investissements. Alors que pour les investissements supérieurs à 3 millions d'euros, la réflexion était de cofinancer effectivement à hauteur souvent de 30% le surcoût d'investissement entre la solution performante et une solution de référence qui était à démontrer et donc qui dépendait là de chaque finalement procédé, de chaque périmètre d'investissement. Ok, merci. Et puis, et alors également, je précise que c'était évidemment, le taux de subvention était lié à la rentabilité de l'investissement. Plus l'investissement était rentable et moins il y avait d'aide, puisqu'en fait on essayait d'avoir un subventionnement qui vise à améliorer la rentabilité de projets moins rentables et donc voilà, ce qui était voilà. Ok, je comprends la logique, ouais. Et sur le diagnostic EcoFlash, vous avez de la BPI, vous avez évoqué qu'on ne paye que le reste à charge. Donc du coup là, on est aussi sur un taux qui s'applique ou Non, alors en fait, effectivement, dans ce dispositif-là, l'ADEME verse la subvention à BPI France, ce qui lui permet de proposer effectivement le diagnostic écoflux avec finalement une offre forfaitaire qui dépend en fait de la taille de l'entreprise. Donc il y a deux prix et pas deux taux qui sont proposés, qui sont en fait liés directement à la taille de l'entreprise. Donc en fait, on a 2 000 € pour les sites qui ont entre 20 et 49 salariés et on a 3 000 € pour les sites qui sont entre 50 et 250 salariés. D'accord. Okay. Donc pour tous ces dispositifs-là, donc les principaux guichets, donc c'est directement auprès de la BPI, sinon auprès de vous, sinon auprès de l'ADEME, auprès de l'AD Normandie. Tout à fait. Ouais, c'est ok. Très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il nous reste un peu de temps. Non, je n'ai pas de questions. On vous donnera le lien pour le replay sur le webinaire des bonnes pratiques évoqué par Monsieur Poitras. Voilà, il n'y a pas de souci. J'ai eu cette question et voilà. Et on vous enverra également la présentation, comme ça vous pourrez avoir les slides et puis les reprendre également tranquillement à tête reposée pour bien avoir identifié le bon dispositif, quoi. Et puis évidemment de notre côté on continuera à faire de la veille sur la sortie des appels à projets qui ont été évoqués pour que vous puissiez avoir l'information le plus rapidement possible pour pouvoir vous positionner. Et puis bien entendu en attendant cette sortie-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ADEME pour vos démarches, pour toutes vos questions. Donc on pourra donner vos coordonnées, Monsieur Poitras? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. pas de souci. Ok. Donc, on le mettra dans le mail avec la présentation. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on... Oui? Non, toujours pas de questions. Toujours, ok. Je vous propose qu'on s'arrête là. Juste un petit point d'agenda, toujours sur les dispositifs d'aide. On organise mardi prochain un webinaire sur
justement l'ensemble des dispositifs d'aide qui existent, donc pas uniquement sur la partie énergétique, le focus a été fait aujourd'hui, mais de manière plus large, parce qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui qui sont à disposition pour vous accompagner dans vos projets d'investissement et dans vos projets de développement d'entreprise. Donc mardi prochain, si vous êtes intéressé, il y a un webinaire qui est organisé. L'ADEME sera de nouveau parmi les intervenants, de même que BPI et l'AD Normandie, donc avec une vision un peu plus large que le périmètre de ce matin qui était très centré sur la partie décarbonation. Il me reste à vous remercier pour votre participation. Merci encore, Monsieur Poitrin, pour votre intervention et puis vos slides, votre présentation. Et puis, nous vous souhaitons donc une très bonne journée et Bonne journée. à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.